Falais, le docteur Rufin Médard Koubi depuis Limoges, en France. Il a plusieurs casquettes, dont, entre autres, celle de chercheur en sciences de l'éducation, associé à Fred à l'Université de Limoges, membre du réseau international de chercheurs en sciences humaines et sociales, ALEC, expert chez ESA Consulting, mais également celle de conseiller auprès de l'ONG OREPS Congo, une organisation de réinsertion éducative, sociale et professionnelle, et il a mené des réflexions diverses sur des thèmes liés à la femme africaine, notamment dans son pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Monsieur Koubi nous rejoint dans quelques minutes. Merci à toutes d'avoir accepté notre invitation et j'ai tout de suite envie de vous poser la question: que représente le 8 mars pour la femme africaine? Madame Tona? Je pense, comme pour toute autre femme au monde, c'est un moment où on doit reconnaître que les femmes ont des droits, que ces droits n'ont pas toujours été reconnus ou représentés et que les opportunités n'ont pas été offertes aux femmes parce qu'elles étaient des femmes et parce que ce soit les traditions, la religion ou les cultures de certains pays, on n'estimait pas que les femmes avaient autant de droits que les hommes. Donc pour moi, cette journée représente une journée où, si des personnes considèrent qu'il y a encore des défis, doit être une journée de revendication, une journée de protestation s'il y a des conditions qui sont inacceptables, parce que c'était l'esprit initial de la Journée internationale de la femme, d'attirer l'attention sur des inégalités et de faire en sorte que l'on oblige les personnes qui sont dans les positions de responsabilité de prendre des décisions pour améliorer le meilleur être. Et une célébration pour celles qui pensent qu'elles ont déjà atteint certains stades de reconnaissance. Donc pour moi, je pense que c'est une journée qui mérite d'être là parce que les réalisations sont importantes, les acquis sont importants et surtout parce que ça passe un message à la jeune fille de savoir que nous venons de loin, où nous n'étions même pas considérés il y a encore à peu près 110 ans comme des personnes, ça veut dire des êtres humains. Et pour moi, c'est très important et je pense que peu importe les raisons pour lesquelles les gens célèbrent ou protestent ou revendiquent, c'est une journée qui mérite d'être parce qu'on est encore en plein contexte de Très reconnaître bien, cette une réalité. journée qui mérite d'être. Et je vais passer la parole à Madame Mainza pour nous dire, pour elle, qu'est-ce que cette journée? Une journée qui mérite d'être, mais pourquoi? Pour ma part, le 8 mars est une opportunité, on va dire, repositionner les choses, rétablir les choses, parce que le monde actuel est assez plus ou moins déstabilisé. Cet espace ou ce temps doit être un espace, justement, comme disait ma collègue, un espace qui nous permet justement de revendiquer des choses, mais en même temps de se poser des bonnes questions, savoir si, lorsqu'on nous a donné cette journée, est-ce que les choses ont été acquises? Est-ce que aujourd'hui en regardant en arrière, est-ce qu'on a fait du chemin ou pas? En fait, cette journée doit être consacrée uniquement dans ce sens. Alors, une journée de célébration, une journée importante, une journée de bilan. Qu'est-ce qu'on peut dire à votre niveau, Madame Masselou? Alors, je dirais que la journée internationale des droits de la femme, qui est célébrée le 8 mars, doit être ou devrait être une journée durant laquelle la femme se remet en question. La femme doit s'interroger pendant cette journée. Moi, je suis au Gabon. Et au Gabon, effectivement, la fête du 8 mars se célèbre différemment. Si, par exemple, on prend les femmes qui sont intellectuelles, les femmes, par exemple, universitaires, elles vont réfléchir sur des questions qui concernent les femmes. Donc ça va être plus des femmes intellectuelles. Mais il y a aussi d'autres femmes qui vont plutôt privilégier le côté festif. Donc je pense que c'est une journée qui doit permettre à toutes les femmes de se réunir indépendamment de leur niveau, n'est-ce pas, intellectuel, pour réfléchir autour des problèmes qui concernent les femmes. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez juste de dire, sur les femmes doivent réfléchir. Alors, si on remet les choses dans le contexte africain, quelle est
selon vous, le point qui devrait intéresser les femmes africaines? C'est-à-dire, est-ce que les Africaines ont les mêmes problèmes que les autres femmes? Parce qu'il y a la réalité culturelle et la réalité politique, il y a beaucoup de réalités. Où en est la femme africaine? La femme africaine, de façon générale, n'a pas forcément les mêmes problèmes, ne rencontre pas forcément les mêmes difficultés que les femmes européennes. Tout simplement parce que il faut tenir compte, n'est-ce pas, du milieu socio-culturel. Effectivement, nous avons nos traditions, nous avons nos cultures qui sont parfois à l'opposé des cultures dites occidentales. Donc, de ce point de vue, nous ne pouvons pas dire que les problèmes sont les mêmes, même si, effectivement, il y a des problèmes qui peuvent se rencontrer, notamment pour ce qui est, par exemple, des femmes qui sont battues. Ça sont des problèmes qu'on peut rencontrer partout ailleurs. Mais il y a des problèmes spécifiques qui vont concerner la femme africaine. Je prends par exemple le cas de l'avortement. L'avortement n'est pas autorisé en Afrique. Donc, c'est un problème qui a été déjà réglé en France, par exemple. Donc, pour ma part, les problèmes qui concernent les Africaines ne sont pas les mêmes que les problèmes qui peuvent concerner les femmes états-uniennes ou même les femmes européennes. Il y a encore, à mon avis, des choses à revoir, mais qui sont en relation avec nos traditions et nos cultures. Alors, justement, on parle de culture. Vous qui êtes sur le terrain, Madame Tena, comment pouvez-vous penser le féminisme au niveau d'une femme africaine, du moins soit au Canada, qui a sa culture africaine, qui a tout son bagage africain, et vous avez aussi chance, je dirais, peut-être, d'avoir passé une partie de votre vie dans votre pays d'origine. Comment vous voyez l'intégration de la femme dans ce mouvement de lutte pour ses droits? Est-ce que tu permets que je revienne un peu sur ce que la dame venait de dire? Je pense que c'est Ida qui l'a dit sur le fait que les problèmes étaient différents. Je voulais juste ajouter quelque chose en disant, je ne pense pas que les problèmes soient si différents. Je pense juste que le contexte rend les mêmes problèmes. Je peux, moi, qu'identifier en réalité des portées positives pour les sociétés africaines. Hein, c'est pour cette journée-là. Moi, je ne vois qu'une portée positive. Et dans quel domaine? Par exemple, dans le domaine de l'affirmation de l'identité de la femme. Là, on rentre là dans un domaine où la femme s'affirme, se reconnaît telle dans son identité. On voit également dans un domaine de la survivance des cultures, sachant que la femme africaine de ce poids est la gardienne du canal de transmission culturelle le plus indiqué. Bien sûr, sur la sempiternelle question des rapports entre hommes et femmes, qui voit émerger une puissance humaine et sociale en la femme. Je dis ça comme ça, hein. Là je parle en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'observateur. Donc, qui voit émerger en la femme une puissance particulière, cela peut déséquilibrer le rapport homme-femme dans ce sens le plus intrinsèque. Hein. Et bien sûr, cela... Je me permets de vous couper juste pour enrichir peut-être votre argumentation, c'est l'homme, parce qu'il y a toujours eu ce problème de l'homme africain. Tout le monde s'entend dire, voilà, l'homme africain n'est pas pour que la femme entre pleinement dans ses droits parce que ça les mascule, ça diminue sa virilité. Maintenant que vous êtes avec nous et que vous semblez être plutôt porté sur la défense de ses droits, pourquoi cette peur de l'homme africain, entre guillemets, qui est peut-être justifiée ou non, sur le fait que la femme lui vole une partie de sa virilité en réclamant ses droits? L'argument ou l'argumentaire est psychosociologique. Les acquis de l'homme, les prétendument acquis de l'homme, se transmettent d'homme en homme par le fait culturel, sans même le vouloir de l'homme lui-même, par le fait culturel. Donc l'homme naît avec une certaine reconnaissance, une certaine puissance particulière, ce qui n'est pas forcément vrai.
La femme, on a vu dans la société africaine comment les femmes ont dominé les processus de décision publiques, étatiques dans nos sociétés et dans nos anciennes sociétés, pas les sociétés d'aujourd'hui. Il y a eu des reines en Afrique et il y a eu des matriarcats en Afrique qui ont permis le développement des sociétés en Afrique. Donc le problème, à mon avis, n'est pas à ce niveau-là. Le problème est au niveau des représentations que les uns et les autres se font sur ce que nous sommes. L'homme veut sauvegarder certains acquis, ses prétendus acquis, parce qu'effectivement, il exerce une certaine, paresseusement d'ailleurs, hein, une certaine puissance au sein des ménages, une certaine puissance au sein de la société, une certaine puissance au sein de l'entreprise. Mais moi, personnellement, je pense que la femme, en tant qu'être humain, la femme, c'est pas un deuxième être humain. La femme, comme on dit, l'égale de l'homme, la femme a le droit, les mêmes droits que l'homme. La femme a le droit d'affirmer son intelligence comme l'homme l'affirme aussi. La femme a le droit d'assumer un certain leadership dans des domaines d'activité de la société comme l'homme le fait. Il n'y a pas de raison pour que, effectivement, qu'il soit mis à l'écart de cette évolution. Mais par contre, là où l'homme, ça je peux le dire aussi en tant qu'homme, là où l'homme peut faire valoir des inquiétudes particulières sur son rapport avec la femme, c'est quand la femme veut se substituer à lui. C'est-à-dire quand la femme veut se substituer en l'homme, là, il y a une opposition naturelle qui surgit parce que, en réalité, le féminisme ou la culture féminine pour la femme ne doit pas se résumer à une lutte pour le dépassement de l'un vers l'autre, mais ça doit se résumer à une certaine affirmation de conditions particulières de l'un et de l'autre. La femme doit faire à côté de l'autre. J'aimerais qu'il y ait sur ce point-là une sorte d'échange à bâton rompu entre les autres dames sur cette question justement du rapport homme-femme, de l'homme qui peut à un moment, ou la femme qui peut abuser à un moment donné. Et je reviendrai en revenant aussi sur la question de avant l'avènement, on va le dire, de l'Occident en Afrique, disons-le comme ça, donc des colonisations, des religions, comme a parlé Madame Tena, l'avènement des religions. Est-ce que ce n'est pas cette influence finalement occidentale qui a créé cette fracture qui, comme vous-même vous venez de le dire, les femmes avaient déjà une notoriété dans la société, elles avaient le pouvoir, elles pouvaient dire des choses dans la société, ce qui n'était pas le cas dans les sociétés traditionnelles occidentales. J'aimerais entendre femmes aussi sur ce point pour parole et à qui veut la prendre. Alors moi, je la prends de suite. Vas-y, je te laisse parce que d'accord. Je reviendrai sur la notion de substitution. L'homme et la femme sont, on va dire quoi, doivent être dans un rapport de complémentarité. S'il y a substitution à ce niveau, c'est que certainement l'homme a cédé le droit de naissance. Je parlerai de droit de naissance parce que j'estime que quand on passe plus de temps ensemble, on devient comme des frères et sœurs. Donc, dans une relation, je parlerai de céder le pouvoir à la femme. On voit de plus en plus des hommes démissionnaires aussi dans certaines sociétés. On retrouve des femmes avec 5, 6 gosses et c'est elle qui assume le rôle du père et de la mère à la maison. On voit des hommes parfois qui ne cherchent plus du travail parce que la femme travaille, elle a tout ce qu'il faut, donc du coup, il ne se prend plus la tête. Enfin, je parlais du contexte social. Donc, à ce moment-là, parler de substitution qui pousse l'homme à se sentir rabaissé, je pense plutôt à ce niveau que la femme aussi a gagné du terrain dans ce sens, parce que l'homme aussi a démissionné. Je parlerai de démission dans certaines situations, dans certaines responsabilités qui font que la femme, plus on lui donne ses responsabilités, ben plus elle prend une position qui lui permet justement de, comment on appelle ça, de tout gérer. Il y a un proverbe qui dit, la main qui donne est toujours plus haute que la main qui reçoit. Donc, si la femme est dans un contexte où c'est elle qui assure les charges de la maison, c'est elle qui paye le loyer, qui paye l'électricité, qui inscrit les enfants, qui fait tout, finalement, le contexte de virilité aussi est obligé d'être remis en cause.
Super. En fait, j'ai tellement de petites choses que j'ai pris en note ici quand le docteur Ruffin parlait. Je suis franchement gênée parce que je sais pas à quel point je dois commencer à lancer les bombes Vas-y. parce que ce sont des bombes que j'ai envie de lancer. Est-ce qu'un homme s'est déjà assis et réfléchi sur le fait qu'il a des privilèges, sur le fait que il est né d'une femme et subitement il a plus de droits que la fille qui naît aussi d'une femme. Subitement, la fille va passer toute la journée à la cuisine et va faire des choses pendant que lui joue, s'amuse et toute autre chose. Est-ce que l'homme se pose des privilèges sur le fait que la femme va cuisiner, travailler, faire toutes ces choses-là? Est-ce que les hommes se posent ces questions sur les privilèges, sur le patriarcat qui leur donne des droits plus que des femmes? Ça, c'est la première chose à laquelle je veux dire. Si les hommes ne se posent pas ce genre de questions, pourquoi est-ce qu'on demanderait aux femmes de réfléchir sur leur position, de ne pas prendre plus ou de ne pas prendre moins? Non. Non, non, absolument pas. Tu l'as dit tout à l'heure, excuse-moi de te tutoyer, mais je pense que c'est la forme la plus simple avec laquelle je m'exprime. Si la femme est un être humain à part égale, ça veut dire qu'elle a une autonomie naturelle à pouvoir décider comment est-ce qu'elle va gérer sa vie et comment est-ce qu'elle va gérer sa relation. Ce qui dérange la femme africaine, principalement, c'est le fait qu'il y a des attentes sociales, il y a des attentes culturelles, il y a des attentes traditionnelles, des attentes religieuses sur son rôle, sur le rôle qu'elle doit jouer, qui est de ne pas frustrer l'homme, de ne pas prendre la place de l'homme, sans voir quel effort que l'homme va faire pour pouvoir réfléchir aussi c'est quoi la place de la femme, comment je peux lui donner cette place, qu'est-ce qu'elle a besoin. En fait, nous avons une société, comme tu l'as souligné un tout petit peu, Edita, mais ça c'est ma problématique de vie, pour voir comment les religions, principalement les religions catholiques et l'islam, formatées, sont venues façon avec les traditions et décider c'était quoi la place de la femme. Si on sait comment de façon agencée, comment le catholicisme a voulu complètement enlever tous les vestiges de la Rome antique où la femme avait plus de pouvoir, le féminin était sacré, on voit comment le catholicisme a voulu réduire, enlever cette féminité à la femme et donner tout le pouvoir aux hommes. Est-ce que les hommes se sont déjà questionnés sur leur pouvoir, sur leurs avantages, sur leurs privilèges, sur les opportunités qu'ils ont naturellement que les femmes n'ont pas? Qu'un homme s'est déjà posé ce genre de questions. Alors moi, je dis, si aujourd'hui on célèbre la journée de la femme, comme je dis, ou on revendique la journée de la femme, d'abord parce que c'est une question d'opportunité. Des opportunités qui ont été enlevées à un certain sexe, parce que c'était un sexe qu'on a jugé inférieur, parce que c'était un sexe. Quand on enlève ces problématiques, il peut y avoir n'importe quel type de complémentarité. Ça commence par la négociation. La négociation dans ta relation de savoir que j'ai une partenaire égale. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'éducation et je peux t'assurer que dans ma classe, dans mes classes, les femmes étaient beaucoup plus brillantes que les hommes. Mais lorsqu'on voit le parcours de ces jeunes femmes, où est-ce qu'elles ont fini? À laisser des hommes, et comme on disait, ceux qui ont démissionné de leurs responsabilités, prendre des décisions pour elles, comme s'ils étaient incapables de prendre des décisions. Il y a un ensemble de choses aujourd'hui où il faudrait qu'on se dise, lorsqu'on veut dire le féminisme où la femme prend un peu plus ou elle prend un peu moins, hey, ce n'est pas une tarte ou un gâteau où quand je coupe une partie, il reste moins. Nous avons naturellement des droits qui sont pour moi fondamentalement égaux. Il se trouve juste que les sociétés, les structures sociales, les conditions dans lesquelles les personnes vivent font en sorte que certaines personnes ont plus de privilèges que d'autres. Comment est-ce qu'on travaille sur les questions de privilèges pour essayer aujourd'hui de pouvoir remettre justement la femme dans sa place? C'est pour ça qu'on revendique. Tout comme les Noirs ont revendiqué, c'est pas pour dire que les Blancs ont moins de droits, c'est juste pour dire vous avez pris tellement de droits et nous avez fait croire que nous étions inférieurs qu'aujourd'hui vous vous sentez menacés quand on vous montre qu'on a plus de droits. C'est la même façon. L'homme doit apprendre à s'ajuster que la femme ne prend pas sa place, la femme prend juste sa place à elle. Et que lui, il doit apprendre à négocier, à avoir moins de privilèges, moins d'avantages et de réfléchir comment il peut travailler à la parité. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir des hommes dans ces conversations parce que lorsqu'il y a un déséquilibre qui se présente, pour essayer de réduire ces déséquilibres. Moi, je vais dans le même sens que Madame Touna. Et je voudrais revenir justement sur le verbe se substituer. Madame Mainza avait déjà essayé de recadrer les choses et moi, je vais simplement rajouter ceci. La femme n'a jamais voulu ou ne veut pas se substituer à l'homme. On est dans un rapport de complémentarité, le rapport homme-femme dans l'idéal. Le combat pour lequel les femmes sont en train de mener, le combat des femmes aujourd'hui, c'est de reconnaître l'égalité des droits entre hommes et femmes. Il ne s'agit pas de l'égalité d'hommes
femme dans le sens où l'homme et la femme jouent, je vais prendre par exemple le cadre familial où c'est l'homme qui va par exemple être le chef de famille et puis la femme, elle va s'occuper des travaux ménagers et au moment où elle va avoir un travail, gagner plus que l'homme, cette dernière sera taxée par exemple de femme supérieure. On n'est pas dans ce genre de relation. C'est une relation de complémentarité, mais malheureusement, je pense même que la domination masculine fait en sorte que lorsque l'homme se sent menacé, il pense que la femme veut lui arracher des privilèges. Les privilèges concernent les deux sexes, aussi bien l'homme et la femme. Donc, c'était simplement pour revenir là-dessus. C'est comme si, à un moment donné, l'homme développait un complexe d'infériorité lorsque la femme accède à certains privilèges. Le mot substitution, à mon avis, ne devrait pas intervenir parce que le combat des femmes, ce n'est pas d'arracher à l'homme des privilèges, mais simplement qu'elle soit reconnue dans tout ce qu'elle peut apporter au sein de la société, au sein de sa famille et dans toutes les autres institutions sociales. Le combat pour la lutte pour les droits des femmes n'est pas un combat contre les hommes, mais c'est un combat pour la femme. Alors, après toutes ces comme dirait Tona, après toutes ces bombes, contre toi, parce que tu es finalement le bouc émissaire de tout un genre. Et pourquoi l'homme africain principalement, n'intègre pas tout de suite le féminisme comme quelque chose qui est tout à fait légitime pour la femme et non quelque chose qui est mené, une vendetta qui est menée contre lui. Pourquoi cette réticence de l'homme à participer à cette volonté de la femme à être autonome? Mais vous savez, d'abord, il y a à éclaircir cette notion de féminisme. C'est très important de savoir ce que vous entendez par féminisme. Si le féminisme se résume au combat légitime de la femme pour affirmer sa condition de femme dans la société, bravo, on est tous d'accord. Mais si le féminisme se résume un peu tel qu'on le voit aujourd'hui en Occident, comme étant ce combat très militant qui tend à faire valoir, à faire disparaître dans le rang social un être social à son profit, ou encore à être au même niveau que cet être social. Je veux dire clairement, aujourd'hui, dans le féminisme, il y a des dimensions où on ne distingue plus l'homme et la femme. Ça, ne l'oubliez pas. Dans le cas du féminisme. Et à ce moment-là, moi, je serais contre. Maintenant, si je reviens sur le continent africain, sur le féminisme qui consiste à améliorer les conditions de la femme, à affirmer aussi le pouvoir de la femme, à représenter la femme dans son processus d'émancipation de développement, eh bien, je pense qu'en Afrique, globalement, les hommes seraient d'autant plus satisfaits d'avoir à côté d'eux des femmes, aussi instruites, des femmes aussi entreprenantes, des femmes aussi communicantes, etc., etc. Ce qui lui ferait peur, je reviens sur ce mot peut-être qui a fait sortir des scuds, comme vous avez dit, de goulot d'étranglement. Donc, ce qui ferait peur à la femme, et là, on rentre dans le domaine de la psychanalyse, plus même de la psychologie. Culturellement, ce qui ferait peur à l'homme, effectivement, c'est que les acquis sociaux dus à son rang, mais qui ne sont même pas liés à l'homme lui-même. C'est millénaire, ces acquis. Ces acquis sont millénaires. Je vous informe qu'il fut un temps en Afrique où ce sont des femmes qui donnaient des ordres aux hommes, où c'est des femmes qui dirigeaient. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour ne pas exagérer, il y a des sociétés en Afrique où il y a de la polyandrie. Vous connaissez le débat sur la polygamie, on est contre la polygamie, mais il y a des sociétés en Afrique aujourd'hui où il y a de la polyandrie. Ça dit que c'est la femme qui choisit les hommes, je n'ai pas dit l'homme, mais les hommes. Et je regardais avec intérêt un documentaire suédois, je dis bien suédois, nous sommes en Europe là,
un documentaire au Soudan, en Suède, il y a des femmes qui ont 2, 3 partenaires, des hommes. Ça dit qu'il a eu des enfants avec des hommes, il se promène dans la vie avec 2, 3 hommes. Une femme décide d'avoir 2, 3 hommes. Est-ce que vous voyez? Donc le problème n'est pas au niveau de la substitution simplifiée, vue comme étant une guerre militaire entre les deux sexes. Le problème n'est pas là. Le problème est à ce niveau-là. Mais culturellement, dans le gène culturel, j'aime bien ce mot anglais là, un mot anthropologique qu'on appelle le même. Dans cet esprit du même qui se transmet de civilisation en civilisation, de génération en génération, on découvre que le jeune garçon, jusqu'au moment où il occupe des fonctions administratives importantes, il a culturellement, inconsciemment, mis dans sa tête une certaine ascendance dans la vie sociale. Ça, on peut le dire. Maintenant, la femme, c'est peut-être un conseil que je donnerai aux femmes, la femme aura aussi un plaisir à manifester certains acquis qui ne sont pas toujours des acquis de recherche du pouvoir envers l'homme. C'est pas toujours ces acquis-là, mais il y a des acquis, par exemple, de résolution de conflits au sein d'une société. Ce sont des acquis que les femmes ont naturellement, que les hommes n'ont presque pas. Et ça se voit dans les ménages. Dans les ménages, on voit par exemple des femmes qui ont la capacité de résoudre des conflits au sein des ménages, peut-être que les hommes ne montreraient pas. Vous voyez? Alors là, je me dis simplement, sans détour, il ne s'agit pas pour l'homme africain, surtout noir, de maintenir la femme dans des conditions de femme, la condition infime des femmes. Non, je ne crois pas. Mais il s'agit en l'homme, à la femme, de reconnaître sa position de femme et sa position positive de femme. Ne pensez La pas. position d'être humain, je préfère la position d'être humain. Sa position Mais de bien femme sûr, définie par les hommes ou définie par la femme elle-même? Mais les êtres humains sont les mêmes. Les êtres humains, femmes ou hommes, sont les mêmes. Il n'y a pas un droit. Le droit a été défini par l'individu. Hein. C'est pas Dieu qui a défini le droit. Par les hommes. J'approuve complètement. Par les hommes. Il faut que tu parles de contexte social. Non, mais sincèrement, je vais juste te prendre parce qu'il y a beaucoup de choses ici et c'est très important que cet espace-ci, qu'on se corrige au fur et à mesure. Le droit a été pris pendant près des siècles par des hommes. Tu as parlé de civilisation. Sincèrement, tu as parlé de civilisation. Aujourd'hui, des hommes ont acquis certains privilèges pendant des civilisations qui avaient des femmes avant et toute autre chose. L'Empire romain ne s'est pas fait en un jour. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des siècles, des millénaires d'influence et toute autre chose. Et moi, je te demande, avant que tu ne finisses ton propos, parce que je vais réagir après, est-ce que l'homme a réfléchi sur les privilèges qu'il a appris depuis des millénaires qui font en sorte que la femme se trouve au bas, à the bottom? Est-ce qu'il réfléchit sur ça ou c'est lui qui doit encore définir, la femme doit négocier comment l'homme doit se sentir à l'aise? C'est très bien cette question. Je vous conseille une chose simple. Comme en politique, combat est toujours mené. Comme en politique, quand on le mène, c'est en lien avec un rapport de force. Si la femme se présente comme étant à côté du combat pour évincer un ennemi, elle sera perdante. L'homme qui a certains privilèges, qu'il a acquis de manière, de manière séculaire, et qui sont enracinés dans sa psychanalyse, dans son subconscient, il ne va pas s'en défaire aussi facilement. Et ces privilèges-là, pour essayer de les réduire, pour essayer d'amener l'homme, comme vous dites, à la réflexion, mais ne pensez pas que l'homme ne réfléchit pas. L'homme réfléchit aussi. Mais pour amener l'homme à cette réflexion, la femme doit se présenter dans ce rapport comme étant un être humain comme l'autre, un être humain qui propose, un être humain qui réfléchit, qui est formé, etc., etc. Mais ne laissez pas l'homme réfléchir pour vous. Vous n'aurez pas gain de cause dans ce domaine-là parce que nous sommes dans le cadre de rapports de force. Et on le voit aujourd'hui dans nos sociétés africaines traditionnelles. Moi, j'ai regardé par exemple des documentaires sur le Sénégal, mais c'est impressionnant. Des documentaires sur le Sénégal où la polygamie ne parle pas, où vous allez voir des femmes
qui défendent la polygamie au Sénégal. Revenons justement sur. D'ailleurs, le combat des femmes, justement, c'est de ne pas laisser l'homme décider pour elles. Je pense que c'est en cela qu'elles prennent la voie pour donner le chemin Et ça, c'est très bien. aux hommes et pour éduquer. Peut-être qu'il faut une éducation. Mais moi, je voudrais insister dessus, sur la conception du féminisme, et que les hommes doivent comprendre c'est quoi ce combat au lieu de rester en retrait en se disant que c'est un acharnement et que les femmes n'ont pas droit doivent prendre des gants parce qu'il ne faut pas fâcher les sensibilités des hommes. Parce qu'il faut comprendre que si la discussion devient violente, en général, on passe à l'étape de violence quand on se sent incompris. En général, que ce soit les peuples ou que ce soit dans des débats d'idées, quand on se sent incompris, on passe au niveau supérieur qui est la violence. Et peut-être les femmes deviennent violentes parce qu'elles ont l'impression qu'en face, il n'y a pas quelqu'un qui reçoit. Revenons sur l'Afrique. Religion. On a parlé des religions qui ont une grosse influence. Le formatage des conceptions et de l'organisation des tâches. Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le féminisme, du moins en Afrique, pour qu'il tienne compte de cette volonté identitaire, parlant par exemple de la polygamie, où c'est vrai qu'il y a des femmes qui se sentent bien dans la polygamie. Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le féminisme, je le mets entre guillemets, ça peut s'appeler autrement, à l'africaine, c'est-à-dire qui tient compte de certaines réalités, qui tient compte aussi des paroles des femmes africaines, qui tient compte des réalités identitaires africaines. Effectivement, je pense que au début de l'émission, on a signalé que il fallait tenir compte de l'environnement socio-culturel, religieux, pour comprendre aussi nos sociétés africaines. Et pour cela, c'est important de penser à un féminisme africain qui prendrait en compte, n'est-ce pas, nos réalités culturelles. Parlons de polygamie. Je ne sais pas si les idées féministes rejettent complètement la polygamie. Donc, si la polygamie existe, c'est parce que dans la société traditionnelle, la polygamie jouait un rôle. Seulement, avec l'évolution de la société et des mentalités, il faudrait que ce soit un choix pour la femme. La femme doit pouvoir décider si elle veut être dans une relation polygamique ou non. Ce n'est pas parce qu'on est féministe qu'on ne peut pas être polygame. Enfin, c'est un choix de vie. Moi, je vais sur la base que c'est d'abord un choix de vie. Il y a des féministes qui acceptent des mariages polygamiques. Si je dois revenir par exemple sur la littérature, Ken Bungoul, par exemple, dans le Baobab Fou, parle de la polygamie. Elle était dans une relation polygamique, elle avait épousé un homme polygame. Pourtant, Ken Bungoul, c'est une écrivaine qui a quand même qui joue un grand rôle du point de vue féministe. Donc, effectivement, ça ne doit pas être une obligation parce qu'on est féministe, ça doit être un choix de vie. Et le choix de vie, justement, vient aussi renforcer cette liberté de la femme. La femme doit être libre de choisir sa vision du monde, mais aussi sa façon, son conjoint, son régime matrimonial, donc je peux qu'il y ait de la polygamie, ça doit être un choix. Et le féminisme africain doit aussi tenir compte des spécificités au niveau par exemple de la société. Je veux revenir sur l'avortement. Les sociétés européennes ont parlé de la liberté sexuelle. Je prends le cas de la France, la liberté sexuelle a été un combat pour les femmes. Mais on ne peut pas penser une liberté sexuelle sans mettre en place des dispositifs qui vont protéger la femme. En Afrique, on parle aussi de liberté sexuelle pour la femme, mais quel dispositif mettons en place pour que cette liberté sexuelle de la femme ne devienne pas un danger pour la femme elle-même? Aujourd'hui, au Gabon, allez parcourir les rues,
il y a beaucoup, n'a pas le choix de tomber enceinte tout simplement parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des pilules qui existent, il y a des stérilet qui existent. Donc, il faut une politique à ce niveau qui permette à la femme d'être protégée par rapport, n'est-ce pas, à tous ces éléments. Maintenant, le féminisme africain doit pouvoir s'épanouir en tenant compte des réalités, mais aussi des limites, parce que dans la société africaine, particulièrement dans la société gabonaise, il y a beaucoup de limites. Il ne suffit pas de rester sur la théorie, mais il faut mettre en place des dispositifs qui vont protéger la femme. Que ce soit du côté, du point de vue de la tradition, dans nos traditions, effectivement, il y a beaucoup de ressources, mais la question est de savoir concilier la tradition et la modernité. Qu'est-ce que nous pouvons puiser dans la tradition? Qu'est-ce qu'on peut puiser dans la modernité pour permettre à la femme de s'émanciper, pour ne pas être une victime, mais plutôt une force pour la nation, une force pour la société. Est-ce qu'il faut penser à un féministe africain qui respecte les spécificités africaines et les traditions africaines? On parlait de la polygamie, de la liberté sexuelle et de beaucoup d'autres choses, de certaines valeurs qu'il y a quand même dans les traditions africaines. Complètement, il faut repenser. Je parle de repenser, ce sera avec EN et repenser avec AN. Repenser pour apporter une certaine réflexion, reconfigurer les choses en fait à la base. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur ce que M. Koubi a dit. Il parlait de la question que vous avez posée à M. Koubi, il s'agit de voir comment faire adhérer l'homme à cette vision, la vision du féminisme. Pourquoi cet échec aujourd'hui? Alors, je dirais que lorsqu'il dit que pour gagner le combat, il ne faut pas l'emmener dans la question du genre, mais il faut l'emmener dans la question de l'humain. Et j'adhère totalement à cette dimension de réflexion parce que il faut que la femme arrive à comprendre aussi dans une certaine mesure qu'elle est une aide à la base. Une aide qui vient prendre le relais lorsque l'homme n'arrive plus à avancer. D'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Je loue les efforts du Gabon aujourd'hui. En 2009, par exemple, lorsque le premier président est décédé, on a vu Rose Francine Rongombe prendre le relais à ce moment-là. Elle a assuré l'intérim. Elle a assuré l'intérim de manière pacifique. Et c'est dans ce contexte qu'on attend les femmes. C'est-à-dire que si c'est un homme qui était au pouvoir à ce moment-là, je pense que après le décès du président Bongo, je pense que tout devait être déstabilisé. Mais cette femme a su jouer le rôle de négociatrice. Elle a négocié la transition jusqu'à ce qu'elle passe le relais à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est dans ce genre de combat qu'on attend la femme émancipée, la femme féministe. C'est-à-dire que la femme extériorise cette capacité qu'elle a de pouvoir négocier, de rassembler, d'équilibrer les choses lorsque tout semble aller de travers. Emmener l'homme à adhérer, c'est cela. C'est faire comprendre à l'homme de manière subtile que une femme est une aide et non une sorte de position à tout ce qu'il peut faire ou tout ce qu'il peut devenir. Et pour emmener aussi l'homme à adhérer à cela, il faut que la femme elle-même apprenne à respecter sa journée, à respecter cette dimension, cette liberté qu'on lui donne. J'irai sur 2 ou 3 témoignages que j'ai eus de certains hommes qui vivent en Afrique, et avec qui j'ai échangé il y a 2 jours de cela. Ils me disaient que actuellement, leur femme les harcèle pour acheter des pagnes. Il faut qu'ils achètent des pagnes le 8 mars. Vous voyez comment cette pression psychologique fait que, à un moment donné, se sont dégoûtés par rapport à cette journée. Et il ajoute en disant ceci: je sais qu'aujourd'hui, le lundi, c'est moi qui va nettoyer, c'est moi qui va préparer, c'est moi qui va tout faire durant toute cette journée. Donc, en fait, nous-mêmes, en tant que femmes, on emmène de manière peut-être inconsciente, on emmène l'homme à rejeter cette journée. Si l'on veut emmener l'homme, et on est d'accord que pour que cette lutte aille plus loin, pour que cette lutte ait de plus en plus de sens, il faut intégrer l'homme. Or, au départ, on l'a exclu.
Le but, c'est maintenant de l'intégrer, mais de manière subtile, en repensant. Là où je parle de repenser avec AN, c'est-à-dire que toutes les blessures qui ont été créées à travers je parlerai de la structuration de la pensée même initiale du féminisme. Si on veut justement faire adhérer l'homme, c'est essayer de repenser ses blessures par rapport à cela. Yeah. Donc, et pour faire court, oui, D'accord. Non, vas-y, je pensais que tu avais fini. Je vais terminer par rapport au dispositif dont Ida parlait tout à l'heure. Le dispositif certainement juridique, un dispositif social, juridique et peut-être économique. Aujourd'hui, on voit, par exemple, pour rééquilibrer les choses, on voit la création des associations des femmes. Mais la création de ces associations-là aujourd'hui peuvent emmener les femmes justement à être autonomes. On voit des femmes qui s'inscrivent maintenant dans des sortes de tontines pour justement équilibrer les choses financièrement. Mais là où j'adhère à la pensée d'Ida, c'est que au-delà de la restructuration de la dimension, tenir compte du féminisme selon la sphère géographique, mais en même temps, je voudrais dire qu'il faut tenir compte aussi de toutes les couches sociales. Au début de son propos, elle disait que les femmes intellectuelles réfléchissent. J'ai envie de dire aussi que les femmes qui ne sont pas intellectuelles réfléchissent, mais à leur niveau. Il faut aller à la dernière case de la société, justement pour faire parler les femmes. Il y a des femmes qui ont des idées, mais financièrement, elles ne peuvent aller nulle part. Il y a des femmes qui ont des voix, qui portent, mais qui ne peuvent pas justement s'exprimer parce qu'elles sont, par exemple, simplement au village. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont au village. Et du coup, à ce moment-là, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher ces femmes-là pour justement les orienter. Et la femme intellectuelle, on peut être intellectuelle, mais manquer de sagesse aussi. La sagesse, c'est quelque chose. Oui. L'intelligence, on peut être intelligent, mais manquer parfois de sagesse. Et cette sagesse, on peut la retrouver dans une femme qui n'a pas fait des études. Parce que pour ma part, en tant que religieuse, la sagesse, c'est quelque chose qui est inné, en fait, en quelqu'un. Après, la dimension intellectuelle, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'acquiert au fil du temps, en côtoyant justement des grands esprits, comme nous sommes en train de le faire en ce moment. On se découvre et on découvre aussi les capacités de tout un chacun. Donc voilà, je voulais terminer par là pour le moment. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Edita? Rapidement, pour qu'on puisse donner la parole à Blandine et refaire un dernier tour de table. Oui, je voudrais revenir sur l'aspect éducatif. Effectivement, comme le disait Aude, il faut penser à toutes les couches sociales. Le discours féministe doit toucher le plus grand nombre de femmes, le plus grand nombre d'hommes. Et la femme, avant de devenir femme intellectuelle, avant de devenir femme universitaire ou avant de devenir même une femme commerçante, elle passe par la case éducation. Donc, je pense que le pouvoir de la femme doit passer par l'éducation qu'elle reçoit. Aujourd'hui, quelle est l'éducation qu'on donne à nos filles, dans les familles d'abord? Il faut repenser l'éducation des filles et des garçons, parce que c'est l'éducation qui est à la base de la famille, mais aussi de la société. Quand je parlais tout à l'heure des dispositifs à mettre en place, c'est de savoir que si on éduque la jeune fille en lui disant, c'est vrai qu'à un certain âge, il y a une liberté sexuelle, mais elle a aussi l'opportunité de choisir d'avoir un enfant à 18 ans ou même à 40 ans. Ce n'est pas une fatalité d'avoir un enfant, par exemple, à 40 ans. Ça doit être un choix. Mais pour intégrer tous ces éléments à la jeune fille ou au garçon, c'est l'éducation qui doit être à la base. C'est tout ce que je voulais rajouter pour l'instant.
Donc, repenser le féminisme africain avec l'éducation, la solidarité des femmes pour renforcer les actions. Je donne la parole à Blandine pour qu'elle puisse apporter aussi, parce qu'elle a été coupée plusieurs fois. J'espère J'espère que ça aussi. Est-ce passera qu'on mieux m'entend cette fois. fois-ci? Oui, oui. Oui, Ah, très bien. Oui, Ben, très bien. j'ai écouté tout le monde et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu de tous les panélistes. J'aimerais juste apporter des petits éléments d'ajout parce que ce que les dames ont dit et même Ruffin sur certains éléments, j'ai rien à dire sur certains éléments. La première chose, c'est qu'il faut qu'on évite de généraliser. Le féminisme, c'est pas une chose qui est homogène. Le féminisme, c'est le combat des femmes. Ça veut dire que les femmes, dans un espace spécifique, peuvent avoir des besoins qui sont différents des autres. Donc, ce qui se passe en Europe ou qui se passe en Afrique et qui se passe en Afrique, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Gabon peuvent être différents selon le contexte et que ce soit les femmes en ville ou dans les communautés rurales. Donc, il faudrait qu'on essaye de ne pas généraliser les combats. Peut-être la femme qui est au rural a besoin des choses pour pouvoir cultiver sa terre et tirer profit des bénéfices de cela. La femme qui est en ville est capable d'avoir une autonomie financière et d'éduquer ses enfants. Donc, les besoins sont différents. Il y a des choses qui peuvent réunir des personnes et qui peuvent permettre que ces personnes puissent trouver une certaine solidarité et porter un message. Pour moi, je voudrais juste apporter comme contribution, c'est de comprendre que s'engager dans une lutte féministe, c'est d'abord reconnaître que la femme a une voix et que cette voix est importante. Et de savoir que quel que soit comment se présente sa lutte féministe, elle est valide pour elle parce que c'est une recherche d'identité et c'est une recherche d'autonomisation, quelle que soit la façon que ça se présente. Je suis toujours mal à l'aise lorsque les gens disent je suis solidaire, mais je n'aime pas cette façon que tu fais. C'est dit déjà que j'aime ta voix, mais j'aimerais que ta voix soit comme je pense qu'elle est. Et c'est ce que je rejette souvent dans la façon que les hommes approchent les questions féministes ou approchent la façon qu'ils voudraient que les femmes viennent négocier l'espace avec eux. C'est un espace que les hommes n'ont pas négocié, ils ont pris. Je ne peux pas savoir à quel moment ils ont pris et à quel moment ils ont décidé exactement que devaient se passer certaines choses, mais les luttes féministes ont commencé parce que les femmes pensaient que leur voix était manquante et que leur contribution n'était pas respectée ou valorisée à la hauteur de ce que c'est fait. Quand je pense au rôle primaire de la femme qui est dans la transmission de la langue, de la culture et des traditions, et de savoir que même aujourd'hui en Afrique, c'est quelque chose qui est tellement, on dévalorise tellement la femme. Regardez, c'est pas parce que les femmes se combattent. Si toi, tu sais que la femme est importante pour transmettre à tes enfants, filles comme garçons, ce qui est important pour toi, pourquoi est-ce qu'elle est si maltraitée? Donc, quand on parle de féminisme africain ou retourner dans les traditions, moi, j'aimerais d'abord questionner ces traditions. C'est questionner ces traditions, questionner ces cultures qui ont donné davantage de privilèges à un genre, à des hommes, que à des femmes. Lorsqu'on regarde ces éléments, ça permet qu'on regarde nos traditions et nous demander qu'est-ce qu'on garde dans nos traditions, qu'est-ce qu'on enlève dans nos traditions. Si cette conversation se passe, ça permettrait d'avoir des personnes qui ont eu cette réflexion. Qu'on ne me dise pas que les traditions sont homogènes, parce que depuis plus des millénaires, les traditions ne font que changer. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où tout le monde vit la modernité, en essayant de garder la partie de la tradition qui lui plaît. Comme je dis, on dit les femmes ne portez pas les mèches, ne faites pas ceci, mais les hommes portent des vestes et je vois personne porter un cache-sexe, à ce que je sache. Donc, si les hommes se sentent à l'aise de choisir qu'est-ce qui les arrange, pourquoi est-ce qu'on critique la jeune femme qui choisit ce qui l'arrange? Je voudrais qu'on soit plus solidaires et comprendre que nous ne sommes pas homogènes et que aujourd'hui, le combat qui est là, c'est de donner cet espace où les femmes peuvent se mettre ensemble et faire en sorte qu'elles réfléchissent sur ce qu'elles ont besoin et pousser, parce que le féminisme c'est aussi des revendications, premièrement, revendiquer pour des espaces publics afin de pouvoir parler de comment est-ce qu'elles pensent qu'elles peuvent résoudre ces problèmes. Pour moi, la tradition n'est pas quelque chose d'homogène, parce que si une tradition dit que quand les hommes parlent, je me tais, je m'excuse, cette tradition, je la veux pas. On peut pas m'obliger à dire que je vais rester dans une tradition, on dit que je n'ai rien à dire, ou je dois venir derrière et venir parler à une personne derrière quand je pense que tout ce qu'on a pris comme décision n'avait aucun bon sens. Donc, il y a un ensemble de choses qu'on doit comprendre, qu'il y a des choses dans les traditions qui ne sont pas bonnes, il y a des choses dans les traditions qu'il faut renégocier. Et comme ils disent que le rapport de force n'est pas favorable aujourd'hui, en fait, c'est ça la grosse question. Tout comme quand on va dire les Africains contre la France ou bien contre les États-Unis, nous sommes des petits poissons. Et c'est pour ça qu'on continue le combat féministe, parce qu'on est conscient.
On n'a pas besoin qu'il se présente d'une façon A, B ou C. Il faut juste que cela se passe parce qu'aucun des gains qui s'est fait aujourd'hui, que ce soit même les Occidentaux, ne s'est fait à travers une position solidaire ou concertée. Il y a eu beaucoup de différentes interventions qui ont abouti à ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, qu'on laisse le féminisme africain, quel que soit comment il est différent, qu'on l'encourage, qu'on donne les voix. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va fédérer nos voix et avoir quelque chose qui est plus homogène. C'est juste ce que je voulais ajouter de plus à ce que les femmes ont dit. Et s'il vous plaît, pour la question de la polygamie, je ne sais pas pourquoi ça revient toujours. Si un homme estime qu'il peut avoir plusieurs femmes, pourquoi est-ce que c'est un problème que la femme décide d'avoir plusieurs hommes? Si un homme, en plus de sa femme, et il n'a pas la polygamie, a 2, 3 petites, pourquoi c'est un problème que la femme a 2, 3 petites? Ah oui, parce que c'est un homme? Ok, merci d'avoir reconnu qu'on parle encore de privilèges ici. Merci. Merci Blandine. Alors je vais donner la parole à Ruffin et puis après, puisqu'on est au-delà d'une heure, on va faire un rapide mot de fin pour tout le monde en quelques secondes. Mais Ruffin prend d'abord la parole pour aussi apporter son point. On parlait de est-ce qu'il faut penser un féminisme africain avec des spécificités qui sont particulières à l'Afrique. Oui, merci, Dita. Et d'emblée, je dis, sans embâche, franchement, il faut penser, peut-être repenser le féminisme africain. Je sais qu'il y a des difficultés à repenser une telle philosophie, un tel paradigme, parce que la femme africaine elle-même, contrairement à ce qu'on le pense, elle n'est pas une femme uniforme, entre guillemets. La femme africaine en Afrique, déjà, elle vit dans une diversité d'attitudes. Et la femme africaine en Europe, en France, n'a plus les mêmes représentations de la femme africaine en Afrique. Ça, c'est une difficulté qu'il faudrait relever. Quand on s'exprime avec des conditions sociales, matérielles un peu permissibles, comme en Europe, on a plus d'arguments pour une certaine modernité, mais quand on s'exprime comme la femme africaine dans le milieu rural, à ce moment-là, je vous assure, le féminisme est vu autrement. Voyez? Donc, le combat, les ambitions, les objectifs des unes et des autres selon les espaces ne sont pas les mêmes. Il faut à ce moment-là réfléchir à un féminisme africain, premièrement. Deuxièmement, moi, je reviens quand même si on ne semble pas le dire, je reviens quand même au rôle particulier que la femme africaine, même sur les problématiques de société, d'économie, je reviens quand même au rôle particulier que la femme africaine devrait jouer dans cette société africaine qui aujourd'hui est en quête d'une émancipation, d'un développement économique et social. Un rôle particulier de la femme. Et si on enferme le féminisme africain dans cette recherche d'égalité un peu à l'occidental, ça faut le dire, comme à l'occidental aujourd'hui, vous savez qu'en France, par exemple, on dit que c'est la femme qui porte la culotte, ça vous le savez. Ça veut dire que c'est quand vous allez dans les administrations, quand un homme et une femme vont dans l'administration en France, c'est la femme qui parle. L'homme se tait. C'est la femme qui parle, c'est elle qui donne les dossiers, c'est elle qui fait tout, l'homme se tait. Donc, on est arrivé à ce point-là, et si on ramène cette façon de voir en Afrique, où, comme on dit, puisque le mot substitution pose un peu problème, en Afrique, où la femme a tendance donc à porter, comme on dit, la culotte, il y aura un problème. Pourquoi? Parce que la femme, dans le processus de développement, a un rôle particulier. Je vous donne un exemple simple. Il y en a plus qui viennent de la tête, dans l'observation économique qu'on peut faire. Vous savez qu'aujourd'hui, les puissances économiques s'identifient à la démographie. Vous savez, aujourd'hui, l'Occident a peur de coexister à côté d'une Afrique qui deviendrait une superpuissance dans quelques années. Parce que l'Afrique aurait une démographie tellement importante que la croissance économique, c'est tellement de l'Afrique, serait aussi importante. Donc, une Afrique avec une forte croissance économique, avec une Chine, une Inde, de même avec la croissance économique, affaiblirait économiquement l'Occident. Vous savez, c'est la peur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans cette idée de croire que la démographie et la croissance économique sont liées,
il y a le rôle particulier de la femme. Parce qu'à ce moment-là, on tombe sur l'identité primaire de la femme, celle qui nous permet de garantir une certaine démographie. Mais cette conception bute sur quoi? Bute sur un féminisme militant lié à la limitation des naissances, lié à la carriérologie, faire des carrières, privilégier des carrières au détriment, par exemple, de la vie matrimoniale. Ça rime à ça. Ça peut rimer également sur des conceptions. Aujourd'hui, on parle de, je ne sais pas si ça se parle en Amérique ou au Canada, ici on parle de GPA aujourd'hui. Vous voyez, on dit, ben, moi, je préfère porter un enfant qui n'est pas le mien. On peut arriver à ce point-là. Ça, c'est l'inquiétude que moi, qui ne suis pas, enfin, voilà. C'est l'inquiétude qu'on peut manifester. Et donc, la femme africaine a des enjeux particuliers liés à l'économie, liés à la société, liés au social et peut-être même au politique dans le continent africain. Donc, de ce point de vue, il faut absolument que le féminisme africain se restaure en féminisme africain, en replaçant la femme dans un rôle, c'est pas en le restreignant dans ce rôle-là, mais en le plaçant dans un rôle salvateur de africain. Et là, je rejoins Ida Masolo qui a bien pointé la problématique de l'évolution de la femme liée à l'éducation et à la formation. Donc, le féminisme que la femme africaine devait mettre en valeur, mais c'est un féminisme qui passe par l'éducation et la formation de la femme. L'éducation et la formation de la femme. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Vous ferez là un féminisme très, très positif qui ne détruirait pas les rapports sociaux. Les rapports sociaux entre l'homme et la femme au sein des ménages, au sein des familles, au sein des entreprises, etc., etc. À mon avis, il est vraiment nécessaire que la femme africaine, tout en s'ouvrant au monde, tout en voulant une certaine modernité, c'est peut-être normal, mais qu'elle soit consciente d'un particularisme qui l'habite face au développement de son pays, au développement du continent. Merci beaucoup, Voilà Rufa. Ce que je retiens de vos différentes interventions, du moins sur ce dernier point, qui est un point aussi important que les autres, c'est qu'il doit avoir une reconstitution ou repenser le féminisme en Afrique avec les femmes africaines dans l'éducation, la formation, le respect de l'humain, le respect de l'humanité de la femme, le questionnement des cultures et pas seulement l'imposition de la culture, mais on doit re-questionner certains points de la culture. Alors, pour terminer ce débat qui me semble on reste un peu sur notre fin et peut-être qu'on aura l'occasion d'organiser d'autres discussions aussi bien sur la femme que sur d'autres points concernant l'avenir ou le présent de l'Afrique. Je vais donner la parole à un dernier tour d'horizon. En quelques secondes, chacun essayez de résumer pour faire, pour dire un dernier mot. Pardon. Alors, moi, pour conclure, je dirais que il est plus que nécessaire de repenser le féminisme africain parce que, premièrement, c'est une vision importée, d'accord, qui tente de se greffer à nos cultures. Donc, dans ce contexte-là, on doit comprendre qu'il s'agit d'une réorganisation culturelle en tenant compte de ce concept-là. D'où l'importance de laisser le temps au temps pour que les choses se fassent progressivement. Et deuxièmement, repenser le féminisme en intégrant l'homme et les différentes, on va dire quoi, les différentes couches sociales, allant de la femme intellectuelle à la femme villageoise. Et pour terminer, pour repenser le féminisme, en faisant comprendre à la femme que le 8 mars, c'est pas seulement inscrit dans le temps. Le 8 mars doit être un combat quotidien. Un combat quotidien. Dès lors qu'on commence à parler aujourd'hui de la femme, il faudrait que demain, on continue à réfléchir. On ne va pas attendre le 8 mars pour se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier? Il faut qu'on fasse quelque chose. Non. Il faut que la femme africaine comprenne que si elle veut gagner cette bataille, le 8 mars doit être un combat quotidien et qui s'inscrit dans toutes les couches sociales de la société, dans toutes les couches sociales. Donc, c'était ça mon point de vue. Merci.
Merci, docteur Maïnza. Docteur Masselou? Oui, pour terminer, je dirais simplement que le féminisme ou la journée du 8 mars doit emmener la femme à réfléchir, c'est vrai, mais dépasser la théorie, qu'on ne reste pas que sur des théories, qu'on repense le féminisme africain en mettant en place des dispositifs et des structures pour permettre justement l'émancipation de la femme dans toutes ses dimensions. Pour que la femme africaine ne soit pas victime de ce féminisme, mais plutôt, comme je disais tout à l'heure, qu'elle soit vraiment une force de la nation, une force sociale, une force pour, n'est-ce pas, l'avancée de la cause, pour arriver à résoudre, sinon mettre la femme au centre de la société africaine, du point de vue de ce qu'elle peut apporter pour l'Afrique. C'est tout ce que je pourrais dire comme mot de fin. Yeah. Merci, Monsieur Koubi. D'abord, merci de m'avoir invité d'être un peu particulier dans ce débat, plus que seul masculin. C'est d'autant un plaisir double de le rappeler. Mais je veux dire, pour moi, ce qu'il faut retenir pour moi, la femme à côté de l'homme dans la complémentarité. La femme à côté de l'homme dans l'esprit de complémentarité, mais pas dans l'opposition frontale destructrice. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il est important de reconnaître aussi le rôle particulier de la femme dans la société africaine notamment, parce que la femme elle-même, elle est différente de l'homme. Ce rôle particulier lui vient de sa différence intrinsèque. Pas un rôle particulier est dicté par des conditions matérielles ou sociales particulières, mais parce qu'elle porte en elle-même les germes positifs de la différence entre elle et l'homme. Donc, à ce moment-là, elle a ce rôle particulier à faire valoir et à reconnaître. Troisièmement, je dis que le combat de la femme doit s'inscrire absolument dans la recherche, dans la détermination permanente de l'équilibre du rapport humain. Recherche permanente de l'équilibre du rapport humain, notamment pas seulement entre hommes-femmes, mais aussi entre femmes-femmes, entre peut-être hommes-hommes, entre enfants-hommes, etc., etc. Et la femme a ces capacités-là. Donc, son combat doit se mouvoir dans cette recherche permanente d'équilibre. Et je reconnais, pour terminer, que votre combat est légitime face à l'hégémonie millénaire de l'agent masculin. Votre combat est légitime. Nous nous mettons à vos côtés pour que vous le gagnez, pas que peut-être vous le gagnez, mais que vous l'amenez à un niveau de compréhension humaine entre l'homme et la femme. Mais alors, un combat, s'il vous plaît, qui préserve la vie. Un combat qui préserve la vie dans toutes ses dimensions. Un combat qui célèbre l'être global comme entité humaine, masculin ou féminin. Un combat qui préserve la vie et qui absolument célèbre l'être humain. Merci, Monsieur Koubi. Alors, je vais donner enfin la parole à Blondine. Je pense que j'aimerais avoir plus de conversations avec vous. Je vais commencer par dire l'une des choses parce que je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dit, mais l'une des choses à laquelle je pense que je suis d'accord, c'est le combat de la femme dans la recherche de l'équilibre. Équilibre homme-femme, équilibre femme-femme, équilibre dans la communauté, équilibre dans le monde, absolument. Je pense que l'Afrique est le berceau de l'humanité et pas peut-être dans la façon que les gens l'ont pensé. Je pense à beaucoup plus que ça parce que je suis dans mes propres recherches historiques. Je pense que l'Afrique a plus à dire, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'écrits pour dire qu'est-ce qu'on a pu faire avant. Donc,
Et parce qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est fait avant, malheureusement, la plupart de nos repères aujourd'hui sont des repères qui sont très fortement influencés par la religion et les traditions qui viennent ou qui ont été imposées à nous par l'Occident. Donc, c'est très difficile pour moi de pouvoir dire on recherche un féminisme africain lorsque l'identité africaine elle-même n'est pas encore homogène. C'est la raison pour laquelle je pense que il devrait y avoir des féminismes, comme il y a des féminismes partout dans le monde, parce que le combat de la femme ne peut pas être homogène étant donné que les femmes ne sont pas homogènes. Ce que je propose ou recommande, c'est que trouvez des personnes qui pensent comme vous, organisez-vous et commencez à identifier vos priorités, réfléchir sur vos priorités et chercher à vous faire représenter. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les décisions ont été prises par les hommes. Les lois sont prises par les hommes pour protéger leurs avantages et protéger leur façon de vivre ou de penser le monde. Donc, si vous voulez avoir la chance que ce que vous pensez compte, alors vous devez commencer par être là où on prend les décisions pour que vous puissiez parler et prendre des décisions finales qui vont vous affecter. Et pour finir, j'aimerais dire ceci. On ne demande pas la permission des hommes pour faire ce combat. Nous ne faisons pas le féminisme, nous ne sommes pas là pour vous aider à avoir plus de bébés. Mon corps n'est pas là pour vos ambitions hégémoniques dans des siècles ou des millénaires futurs. Le féminisme, c'est de dire que je peux décider ce qui se passe dans ma vie, sur mon corps. Et si vous voulez qu'on fasse des enfants pour vous, alors commencez à nous donner des conditions aujourd'hui qui font en sorte qu'on se reconnaisse comme être humain et qu'on puisse prendre notre place, quelle qu'elle soit. C'est moi qui remercie chacun d'entre vous pour cette très discussion et j'espère qu'on aura l'occasion de partager encore un moment d'échange enrichissant, mais surtout pour pouvoir éduquer. Il y a eu beaucoup de mots d'éducation, le terme est revenu plusieurs fois, ce qui veut dire que quand on est éduqué, qu'on connaît son histoire, ou d'où on vient, ou qui on peut mieux appréhender le présent. Et c'est aussi ça le rôle de chacun, le rôle de ce podcast, c'est de pouvoir se connaître, s'apprendre, se connaître et partager avec les autres pour qu'ensemble nous puissions bâtir le présent et construire l'avenir. Merci à tous et je vous souhaite une très belle journée de la femme. Merci à vous qui avez suivi avec attention cette discussion sur la résonance de la journée du 8 mars pour la femme africaine. Vous pouvez réagir en laissant un message vocal sur The African Narrative Podcast ou sur le site web www.aazmuth.com et sa page Facebook. Surtout, merci de liker et partager. À bientôt.